Politique dans LCI Soir, on reçoit donc Hervé Morin. Bonsoir. Bonsoir. Hervé Morin, président du nouveau centre, l'une des formations de l'UDI, ancien ministre de la Défense. Je précise cette fonction parce qu'on parlera un petit peu de la Syrie tout à l'heure. Journée parlementaire des députés et sénateurs centristes hier. Alors quand on lit les comptes rendus qui en sont faits, le sentiment qui domine est celui de la division dans votre famille politique. Est-ce que je me trompe ? Est-ce qu'il y a une formation politique où il n'y a pas de division d'abord ? On en parlera tout à l'heure avec un invité, les Républicains. On aurait pu faire la même réponse pour le PS ou ailleurs. Républicains, Front de gauche, enfin bon, voilà, je pense que il n'y a pas de formation politique qui n'est pas traversée par des débats importants. Pour le nôtre, il y a deux sujets depuis le départ de Jean-Louis Borloo. C'est comment aborde-t-on la question de la présidentielle, qui est la première question, et derrière ça, c'est la question des primaires. Et puis la deuxième, c'est bien entendu notre expression politique. Sur notre expression politique, je pense qu'il y a une unité. Honnêtement, il n'y a pas. Nous sommes tous j'allais dire, les derniers Européens fédéralistes. Nous sommes les derniers à défendre la cause européenne, même si malheureusement tous les jours on nous fait l'Europe qu'on ne voudrait pas. En vérité, c'est ça. En vérité, l'Europe que nous on veut, c'est celle que les États n'ont pas construite depuis des années. On en parlera tout à l'heure à travers la crise des migrants. Nous sommes des libéraux, nous croyons en l'économie de marché, nous voulons un État qui soit plus et sur la stratégie musclé en vue de 2017. Sur la stratégie, c'est extrêmement clair. La première question, est-ce qu'on doit avoir un candidat à l'élection présidentielle ? Je défends et je continue à dire que nous n'avons pas, depuis le départ de Jean-Louis Borloo, de candidat potentiel à l'élection présidentielle, d'autant plus qu'il y a un risque qui est quand même absolument considérable. Il y en a une qui est déjà qualifiée. Marine Le Pen. Bon, voilà. La question, c'est qui est qualifié avec Marine Le Pen ? Est-ce qu'on peut se permettre de se retrouver écarté du second tour et de se retrouver devant ce choix absolument abominable pour le pays, qui serait François Hollande et Marine Le Pen ? Donc il faut participer à la primaire. Donc il faut participer à la primaire. Deuxième sujet, sommes-nous participants directs, c'est-à-dire avec un candidat ou plusieurs candidats ? Rien n'est interdit, ou est-ce qu'au contraire on soutient quelqu'un en estimant que c'est cette personne qui est le plus proche des idées centristes ? Alors parce que là, quand on regarde les sondages qui sont faits, Lagarde, président de l'UDI, 1% d'intention de vote en cas de primaire ouverte à droite. Donc a priori, c'est pas le bon choix. Donc votre choix, ça serait plutôt de soutenir un candidat qui a une chance de passer l'épreuve du premier tour et qui se trouve plutôt du côté des Républicains. Oui, puis en même temps, Manuel Valls faisait 1 ou 2% dans les sondages. Il est devenu Premier ministre et maintenant on estime qu'il est le recours du président de la République. Alors, je ne dis pas que c'est le schéma de Jean-Christophe Lagarde, mais... Et Hollande faisait 3% dans la primaire socialiste. 3% faisait la primaire socialiste. Donc, vous voyez à quel point les choses peuvent évoluer. Donc vous pourriez y aller ? Écoutez, moi, j'ai un combat auquel je crois, qui est pour moi un engagement et un vrai tournant dans ma vie politique. Je continuerai à m'engager dans la politique nationale, mais je veux m'engager pour ma région. On a un formidable enjeu extraordinaire, qui est une réunification d'une Normandie qui a été divisée de façon absolument stupide il y a plus de 50 ans. C'est un schéma absolument enthousiasmant que d'écrire une politique nouvelle. Vous voyez, vous écrivez une page blanche, vous avez une politique. Donc vous êtes candidat. Et donc moi je suis candidat régional et je dis j'abandonnerai mon mandat parlementaire et je renonce de rentrer au gouvernement en 2017. Bon, voilà, je me vois mal un changement de vie, tout ça. Construire une région et partir dans un combat qui est celui des primaires. Un dernier point quand même pour revenir à la présidentielle, à la primaire. Il y a un candidat centriste, alors pas de votre famille, pas l'UDI, François Bayrou, Modem. C'est une marque, François Bayrou, qu'on le veuille ou non. Mais il fait toujours 9, 10, 11, 12% dans les intentions de vote. Pourquoi ne pas vous rallier à lui ? Est-ce que je peux vous faire une observation ? Ah bah allez-y, vous êtes là pour ça. Qui est quand même, à travers, je ne réponds pas directement à votre question, mais c'est en vous écoutant, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est incroyable, quel point la vie politique française est sclérosée. Vous vous rendez compte que les 4 noms que nous venons de citer, ce sont les 4 candidats de 2012. 2002 même pour François Bayrou. Vous vous rendez compte ? Là où en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, on parle où ce sont des générations qui se succèdent à un rythme d'une dizaine d'années. Quand vous avez exercé le pouvoir, vous quittez le pouvoir, vous n'y revenez jamais. Quand vous avez été battu une élection, en tant que président de parti, vous êtes changé, etc. Nous, en France... Vous l'avez fait, vous, quand même, aussi. En France, on est sur un schéma où on se dit, probablement, ça va être Nicolas Sarkozy, François Hollande,
Marine Le Pen, François Bayrou. Bon, Bayrou, on exclut, donc c'est pas... Non, mais François la peine Bayrou, d'en il parler. a la même question que celle que je viens de poser tout à l'heure. Être responsable de l'absence d'un candidat de la droite et du centre au second tour de l'élection présidentielle. Il va falloir qu'il le porte devant les électeurs. Hein. Alors, on va parler d'un dossier très sensible, celui de la Syrie, qui est lié à celui des réfugiés. Vous êtes ancien ministre de la Défense. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe? Est-ce qu'il faut intervenir au sol en Syrie? Est-ce qu'il faut former une coalition avec la Russie qui déploie des avions, en sachant qu'il y a un risque de renforcement de Bachar al-Assad? Moi, ma position est extrêmement simple. Il faut mettre des casques bleus. Il faut une force d'interposition comparable à celle de la FINUL au Liban, au sud-Liban, pour créer des zones, des espaces dans lesquels les peuples qui aujourd'hui font l'objet de persécutions, qui sont en danger, puissent avoir la certitude de la sécurité. Et ça leur éviterait de venir en Europe. Et ça permettrait aux 4 millions de Syriens qui sont aux frontières de leur pays de se dire il y a le début d'une solution. Alors, il n'y a pas de solution politique et diplomatique, ça c'est l'autre aspect des choses. Et moi, je ne comprends pas pourquoi le Conseil de sécurité n'est pas engagé dans ce débat-là, même si on connaît les divergences de position. Mais c'est par la discussion et la confrontation qu'on arrive à une solution. Et deuxièmement, qu'on tente autant que possible d'arrêter la tentation de quitter, disons, la zone du Moyen-Orient pour aller en Europe. Donc, c'est les casques bleus la solution. Mais l'intervention militaire terrestre combattante où nous irions par l'Irak reconquérir des espaces jusqu'à la Syrie, c'est une folie. C'est une folie parce que c'est une opération de 150 000 hommes ou 100 000 hommes, qu'on a connu 2 désastres qui ont été l'Irak et dans une moindre mesure l'Afghanistan. C'est une opération sur des mois, des années. Ne pas rééditer Fallujah. Donc c'est l'enlisement Est-ce qu'on a avec des risques énormes. Une erreur d'appréciation en excluant les Russes et les Iraniens de ce dossier? Moi, je pense que de toute façon, ça passera par un dialogue avec l'Iran. Ça passera par un réarmement et un encadrement de l'armée irakienne pour au moins arrêter cela, leur donner des coups de main autant que possible. Et ça passe Ils ne par savent pas tellement servir leurs armes aussi, bien. Les Irakiens. Mais c'est aussi les causes de l'effondrement d'un pays qui a perdu toutes ses structures. Et bon, puis aussi des causes, combats sunnites, etc. Et enfin, il faut un dialogue avec les Russes. C'est parce que nous avons été en capacité d'avoir un dialogue avec l'Iran et l'ensemble de la communauté internationale, dont les Russes, que sur des sujets aussi compliqués que le nucléaire iranien, nous sommes arrivés à une solution. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas trouver progressivement, mais rapidement, je l'espère, les voies d'une solution. Mais je dis, il faut créer une force d'interposition, des casques bleus, donnant de la sécurité à ces peuples qui souffrent. Et ça, c'est la meilleure des réponses face à la question des réfugiés et de leur accueil. Justement, concernant les réfugiés, il y a un accord qui a été conclu au forceps ce soir entre les ministres de l'Intérieur sur la répartition de 120 000 réfugiés sans un caractère contraignant. Quel est votre avis? Tout ça, c'est du bricolage, quoi. Enfin, voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. 120 000, pourquoi 120 000 dites-moi 120 000, à quoi ça correspond? C'est un chiffre qui est déjà dépassé, vu le nombre de millions de réfugiés qui arrivent en Europe. Oui. Merci de me donner la réponse. Voilà. Vous voyez bien que ça ne correspond à rien. Ça ne correspond à rien en plus en termes de quotas par pays. Quand vous allez dans l'espace Schengen, vous allez pouvoir vous déplacer d'un pays à l'autre. Troisièmement, quand vous en aurez accueilli 120 000, vous en aurez 200 000 de plus. Et qu'est-ce qu'on fait? Et puis cette Europe-là, c'est une Europe qui ne marche pas. J'en ai marre, moi, que tous les jours on traîne l'Europe dans des mauvaises réponses. Mais vous voulez plus d'Europe, vous nous l'avez rappelé. Vous vous rendez compte que ça date de mémoire de 1979, si je ne me trompe pas, la décision des Européens de construire un statut des réfugiés en Europe. On n'en a toujours pas. La question de l'accord de Dublin qui fait peser des charges extrêmement lourdes aux pays d'accueil, ça ne marche pas. Il n'y a pas de solidarité européenne pour aider ces pays. Ça ne marche pas. Enfin, vous nous le rappeliez, vous êtes un Européen, vous centriste, convaincu, une autre Europe, mais une autre Europe, c'est-à-dire fédérale, pour simplifier. Quand on voit que ce soir, il y a 4 pays qui disent non, il y en a un qui est rattrapé, la Pologne par la chemise, la Finlande qui s'abstient, et d'autres qui attendent un petit peu pour voir. Franchement, une Europe fédérale, dans ces conditions, ça ne peut pas marcher. Une Europe fédérale, c'est une Europe démocratique.
où les peuples ont leur mot à dire par des modalités électorales qui permettent... Si on fait voter certains peuples en ce moment qui ont dit oui aux quotas soir, il n'est pas sûr que le peuple dise oui. Mais si vous avez un Parlement européen qui représente la volonté du peuple, ça change déjà beaucoup les choses. Ça impose un autre mode électoral et une vraie majorité dégagée du peuple européen. Ça impose une vraie répartition des compétences. Le problème, c'est que sur tous les sujets, les États membres disent « Ah ben oui, c'est l'échelon européen qui est le bon ». Et en même temps, ils gardent toujours par devers eux une partie des compétences. Donc on a un système qui ne marche pas. Sur l'immigration, on a eu 3 crises en l'espace de 6 mois, où les 3 démontrent que notre système ne marche pas. Et pourtant, vous n'avez aucun chef d'État et de gouvernement qui se mette autour de la table pour dire on va construire quelque chose de nouveau et qui fonctionne. C'est quand même assez désespérant. Ce qui fait que finalement, même les plus européens finissent par se dire ça ne marche plus. Merci beaucoup, Merci. Hervé Morin, d'avoir été avec nous dans LCI Soir. Bonne soirée à vous. À vous aussi.